Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux, au sein de la Fondation de l'Islam de France, de vous convier à la 7e édition de l'Université populaire digitale. Nous avons l'occasion ce soir, grâce à Kamel Kaptan, qui est notre administrateur, recteur de la mosquée de Lyon, euh, grand compagnonnage, mon cher Kamel, dans l'histoire de l'islam de France, et je pense que tu pourras en dire un mot tout à l'heure, et président fondateur de ce très bel institut, l'Institut français des civilisations musulmanes, et en compagnie du professeur Franck Frégosi, directeur de recherche au CNRS, dont la publication est dense sur l'islam et les territoires, l'islam dans la laïcité. Premier ouvrage aux éditions L'Harmattan, si je ne me trompe pas, sur la formation des cadres religieux musulmans. Un livre en compagnie avec Bruno Etienne sur le fait religieux comme fait politique. Et en compagnie du président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Benchir, autour des nouveaux enjeux de formation des cadres religieux. Je ne voudrais pas être très long, mais depuis tout petit, j'entends parler de la construction d'un institut théologique musulman. Voilà, je vis avec cet institut depuis tout petit. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais pour résumer, je dirais aujourd'hui qu'il y a 2-3 grands enjeux autour de la formation des cadres religieux musulmans. La question de la territorialisation de cette politique publique, avec l'enjeu de la départementalisation du culte islamique, l'enjeu de la formation islamologique couplée à la création d'offres privées d'instituts théologiques islamiques confessants, donc l'articulation entre la théologie islamique confessante et l'approche islamologique qui revêt un enjeu fondamental. Et enfin, nous pourrons aborder, je l'espère, les enjeux globaux de la gouvernance de l'islam de France grâce à un acteur emblématique de l'islam de France, notamment la ville de Lyon, Kamel Kaptan, et un professeur qui a une connaissance aiguë et une grande érudition sur les enjeux relatifs à la gouvernance de l'islam de France. Donc je vais laisser la parole et un mot à notre président Raleb Benchir. Merci Chihab. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, avec le temps, je n'ai que l'appellatif de l'amitié pour m'adresser à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à ces éditions de notre université populaire digitale. Alors, le sujet de ce soir, pour nous, est crucial. Nous lui avons consacré déjà une édition, mais là, c'était pour montrer, et c'est notre fierté, les acteurs religieux, les ministres du culte musulmans, les aumôniers, les prédicateurs, les psalmodieurs, qui ont bénéficié de notre bourse afin de compléter leur formation confessante, théologique, cultuelle, par une formation civique et civile. Nous en avons formé 157 et nous avons pris quelques lauréats qui sont venus témoigner et nous en étions ravis. Aujourd'hui, le sujet, j'ai dit, est crucial et nous avons deux grands témoins, grands par leur implication, leur militance, leur connaissance et aussi par leur abnégation et leur dévouement dans ce sujet. Et en ce qui le concerne, c'est vrai que Kamel Kaptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon et le président fondateur de l'Institut français de civilisation musulmane, son témoignage est précieux et la présentation de l'expert, du connaisseur, de l'érudit. Moi-même, cher Franck, j'ai lu l'ouvrage Penser l'islam dans la laïcité et il était d'une aide précieuse quant à la réflexion de ceci. 3 points fondamentaux et la parole sera donnée à Chihab qui mène toujours avec maestria ces animations. Le premier, je parle un peu comme notre Premier ministre, nous avons en responsabilité à aller dans les territoires. Et donc c'est, j'allais dire, l'islam local qui nous paraît être de la plus haute importance. Le deuxième, c'est cette notion d'institut de théologie islamique au pluriel, vous n'avez pas entendu le S, qui doit être derrière, quels sont ces enjeux. C'est pour ça que nous parlons de nouveaux enjeux, cette privatisation, si je puis dire, de l'enseignement théologique. Puis bien entendu,
le raccord, la complémentarité, la conjugaison avec l'islamologie non confessante, académique, ouverte à tous, musulmans et non musulmans. Et pour les musulmans, les ministres du culte doivent-ils avoir des prérequis ou pas en ce qui concerne l'approche académique pour leur propre formation théologique? Troisième enjeu, le contenu même de cette formation. D'aucuns nous disent que on a 68% des imams qui officient sur le sol français qui sont étrangers. Et sur les 68%, on aurait 52% qui ne maîtrisent même pas la langue française. Vous voyez bien que l'enjeu est crucial. Et dernier point, si nous voulons avoir un islam apaisé, de progrès, d'intelligence, de beauté, il faut commencer déjà par ses propres acteurs et par ses propres ministres, les ministres du culte. Et c'est pour ça que leur formation est, encore une fois, et je boucle la boucle ainsi, est un enjeu crucial. Alors, première question, et je vais m'adresser à Kamel Kaptan, qui aura l'occasion d'ouvrir aussi le débat, c'est de nous parler, comme l'a précisé Raleb dans son propos liminaire, sur les spécificités de l'islam local. Voilà. Et je sais, mon cher Kamel, à quel point vous êtes attaché à exprimer les réalités locales, parce que vous dites voilà, que c'est la vie commune des adeptes et des fidèles musulmans. Tout d'abord, permettez-moi, mon cher Chehab, de remercier la FIF d'avoir organisé cette rencontre de ce soir, rencontre ô combien importante, puisqu'il s'agit de la formation des cadres religieux musulmans. Et c'est vrai comme vous, il y a des années que j'entendais parler et je rêvais de la mise en place d'une institution de cette nature. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'on n'arrive plus à suivre, d'autant que le président de la République à Mulhouse récemment encore annonçait qu'à partir de 2024, il n'y aurait plus d'imams d'importation. Pourquoi? Parce que effectivement, ces imams venaient des pays d'origine, d'Algérie, de Turquie, du Maroc, et ne répondaient pas aux critères effectivement de mise en place de l'islam de France. Et ça, je pense, c'était une décision assez importante qu'il fallait effectivement prendre, et le président de la République l'a pris. Et nous avons été parmi les premiers à applaudir à cette initiative, pensant que les choses allaient effectivement pouvoir allaient clarifier la situation. Or, une des conditions, c'est qu'à partir de 2024, il n'y aurait plus d'imams qui seraient d'origine. Ce sont 300 ou 400 imams qui aujourd'hui officient dans les mosquées françaises qui vont manquer. Et en parallèle, effectivement, on a parlé de la formation des imams. C'est la mise en place d'une formation théologique des imams qui permettrait effectivement de combler ce vide. C'est vrai que c'est une très belle initiative, puisque à cette initiative, le ministère de l'Enseignement supérieur a été associant ainsi les universités. C'est la première fois, effectivement, que dans les universités françaises, on ne va pas former des imams, mais on va parler d'islam, d'islamologie, compte tenu que les derniers islamologues qu'on a connus, Mohamed Harkoun et d'autres, ont disparu depuis fort longtemps, et que des gens de cette nature, il en existe peu ou pas du tout aujourd'hui. Donc l'idée, c'est effectivement de parler de comment refaire renaître cette formation islamologique qui a beaucoup été enseignée dans les universités françaises, qui se faisait effectivement une fierté de pouvoir enseigner l'islamologie, notamment à Lyon, à Paris, où des enseignants de qualité ont activé. Je pense aussi à l'IMERAD, qui a été un de ceux qui ont participé à cette épopée et qui aujourd'hui ont tous disparu. L'idée, c'est aujourd'hui, on va former effectivement dans les années qui viennent, et ce sera dans les 10 ans, les 8-10 ans qui vont venir, les prochains cadres religieux qui vont soit ce seront des universitaires, soit ce seront des imams. Donc, il va falloir mettre en place une formation théologique, ce qui n'existe pas aujourd'hui en France et sur le quoi il va falloir discuter.
Et d'autre part, il va falloir qu'on comble un déficit de formation à destination des imams qui pratiquent. Il y a 2500 imams à peu près en France aujourd'hui, et je pense que les statistiques que nous a données tout à l'heure en disant que 68% étaient des étrangers et 52% ne parlaient pas le français. Donc, il va falloir que nous ayons une véritable politique de formation continue de ces imams. Et c'est là où est le travail le plus important qui nous attend, parce que si les futurs cadres, dans le cadre du projet Harpoon dont vous parlez tout à l'heure, ne vont être opérationnels que si on parle de la licence, maîtrise, doctorat, il va falloir presque une dizaine d'années pour avoir des gens de compétences qui vont pouvoir être formés, être les futurs formateurs, je dirais. Donc, il y a aujourd'hui un besoin urgent de mettre en place cette formation qui va permettre notamment à donner à nos imams les outils nécessaires pour pouvoir exercer leur fonction dans nos mosquées, mais aussi leur apporter les connaissances qu'ils n'ont pas. Quand on voit la majeure partie des imams qui est aujourd'hui en France, quand on regarde de plus près, très peu ont des diplômes ont été formés dans des institutions religieuses dans leur pays d'origine. Et c'est là où les choses vont pouvoir, on s'aperçoit qu'il y a nécessité et même une urgence à mettre en place cette formation continue en direction des imams qui sont aujourd'hui en fonction. Avec qui allons-nous pouvoir faire cette formation? Quand on regarde le paysage français, très peu de formateurs sont capables. Très peu de formateurs sont capables aujourd'hui d'apporter d'être opérationnels pour former nos imams. Il va falloir peut-être qu'on se dirige vers des universités étrangères avec qui il va falloir signer des conventions, comment dirais-je, de partenariat pour la formation des imams. Et c'est là, je pense, un des enjeux sur lequel il va falloir que nous travaillions pour les années qui viennent. Oui, merci Kamel. Alors, professeur, c'est ce qu'on se disait juste avant notre université populaire digitale. L'objectif, c'est d'essayer aussi de faire des réponses brèves. Donc, j'essaierai aussi d'être le plus concis possible. Comment vous, professeur, voyez-vous cet islam local, d'ailleurs, dont on parle très peu, d'ailleurs, dans l'espace médiatique? Je voudrais d'abord moi aussi m'associer au remerciement de Kamel Kaptan, remercier la Fondation et vous tous de m'avoir convié à participer effectivement à un débat. J'ai l'impression de revivre une discussion qu'on a eue depuis des années déjà avec Kamel Kaptan au Raleb, à savoir qu'on a beaucoup d'intentions très généreuses les uns les autres, y compris nos responsables politiques, mais malheureusement peu de concrétisation. J'ai l'impression que tôt ou tard, il faudra qu'on prenne un peu le temps de se poser. Je pense que cette rencontre est l'occasion de réfléchir un petit peu sans aucune injonction, sans aucune pression. Vous avez effectivement commencé par parler des cadres religieux. Je suis attaché à ce terme parce qu'il est assez large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement que les imams, mais il y a aussi ceux qui enseignent la religion, hommes et femmes, ceux qui bref, sont investis dans l'accompagnement religieux et spirituel des fidèles, quels qu'ils soient, mais aussi des musulmans ordinaires qui ne vont pas nécessairement à la mosquée, mais qui peuvent être interpellés, peuvent avoir besoin de trouver un référent pour pouvoir discuter, parce qu'on l'oublie parfois souvent, bon nombre de nos compatriotes musulmans s'interrogent même sur leur propre rapport à l'islam. À travers les informations que l'on reçoit, les images, nombre de musulmans sont même parfois sceptiques sur la compréhension qui tente à se répandre de leur propre culture. Donc c'est un élément, un enjeu majeur, mais la notion de cadre religieux est beaucoup plus large que simplement celle, je dirais, d'imam en tant que tel. Et je crois que vous avez évoqué la question de la dimension territoriale, et je pense que c'est essentiel car nous sommes à un tournant, me semble-t-il, de l'histoire de l'islam en France. J'ai l'impression que parce qu'il y a une conjonction de plusieurs circonstances, à la fois une crise profonde de la représentation du culte musulman du CFCM, pour ne pas le citer, la volonté aussi des pouvoirs publics finalement de donner une autre orientation, je dirais peut-être plus volontariste à l'égard du culte musulman, et surtout l'émergence de la part de ce qu'on pourrait appeler l'islam des territoires, c'est-à-dire de cet islam qui est au plus près des fidèles. Parce que finalement, si l'on veut appréhender la réalité de l'islam vécu, j'allais dire, ce n'est pas depuis la capitale qu'on va le sentir directement, mais c'est là où vivent les musulmans au quotidien, près de leur lieu de culte, des commerces aussi qui sont autour. Autrement dit, l'islam des territoires, c'est l'islam ordinaire.
mais pas du tout dans ce sens péjoratif, c'est l'islam du quotidien. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien dans le débat actuel, il y a la nécessité peut-être de repenser complètement notre manière d'appréhender l'organisation de l'islam en France, en prenant davantage en considération les réalités vécues par les acteurs musulmans, croyants ou non, et qui s'inscrivent dans des territoires particuliers. Et je crois que c'est important parce que si on rate cet épisode-là, on va repartir à nouveau avec une organisation qui est pensée du haut vers le bas, en oubliant que les dynamiques aujourd'hui de développement de l'islam sont territoriales. Ça peut dire autour de certaines mosquées régionales, il y a le cas de la mosquée de Lyon, la mosquée Al-Rouda à Bordeaux ou d'autres mosquées dans le Vaucluse par exemple, ou ailleurs dans les Alpes-Maritimes, qui par-delà leurs sensibilités différentes sont au quotidien en contact avec les populations musulmanes. Quand je dis au quotidien, ça veut dire qu'elles sont de fait des interlocutrices dans la vie de tous les jours. Et je pense que cette dimension du territoire est importante parce que c'est peut-être une manière finalement de rapprocher la représentation de l'islam de ce qu'il est dans la réalité. Certes, il y a des fédérations, mais ces fédérations ont peut-être, entre guillemets, fait leur temps parce qu'elles ont une vision un peu verticale et qu'il faut prendre en considération la réalité, je dirais, de ces mosquées, de ces associations, de ces gestionnaires de culte, de ces imams qui sont avant tout inscrits eux-mêmes dans des territoires et qui connaissent les populations auxquelles ils ont affaire. Donc je crois que c'est un vrai tournant et que vous ayez placé effectivement le débat de ce soir en disant peut-être vers une relocalisation ou en tout cas une territorialisation de formation me paraît essentiel parce qu'il faudrait éviter de reproduire les schémas du passé où on avait pensé tout de façon verticale. Alors, à ce titre, professeur, avant de redonner la parole à Raleb, professeur, nous avions évoqué en amont de l'organisation de cette université populaire digitale l'historique aussi de l'État français vis-à-vis de la formation des cadres religieux. Et lorsque je vous ai évoqué la politique du ministre Jox et Pasqua, des ministres Jox et Pasqua, vous m'aviez évoqué à juste titre l'histoire peu évoquée sous l'Empire colonial et notamment les écrits d'Alexis de Tocqueville qui parlaient déjà dès 1847 sur la formation des cadres religieux. Si tout à fait, vous avez raison, parce qu'il ne s'agit pas de formation. Oui, alors il ne s'agit pas de revenir, il faut aussi regarder le passé pour en tirer des leçons par rapport au présent. Cette question de la formation des cadres religieux, effectivement, Alexis de Tocqueville en 1847, lors du débat sur le budget sur la colonie, dénonce la politique religieuse de la France en disant, d'abord, à l'époque, il parlait des prêtres musulmans, il considérait qu'ils avaient une rétribution qui n'était pas à hauteur de ce qu'ils auraient dû être, mais il dénonçait aussi le fait de la spoliation des habous et il dénonçait le fait que ceux qui avaient été nommés à des postes de responsabilité religieuse n'étaient pas des gens formés. Autrement dit, on a que quelque part, alors étant bien entendu que Tocqueville n'était sûrement pas, ne défendait pas l'indépendance de l'Algérie, soyons clairs, hein, il était plutôt favorable à un système de colonisation, mais il considérait que ce n'était pas une colonisation intelligente. Or, ce débat sur la formation des cadres religieux, qui va le porter par la suite dans les années 30 et 40? Les oulémas de Cheikh Ben Badis, qui vont aussi pointer du doigt le fait que ceux qui étaient en responsabilité dans les mosquées n'avaient pas une formation classique. Alors c'est vrai que pour eux, il s'agissait d'une formation de lettrés avant tout. Donc, pourquoi j'ai fait ce détour par l'histoire? Parce que c'est effectivement un thème qui revient assez régulièrement et qui, s'agissant de la période contemporaine, va réémerger notamment au tout début des années 90. J'ai refait des recherches, vous savez, l'un des premiers à avoir notamment parlé d'institut de théologie, vous en parliez tout à l'heure, c'est d'abord, effectivement, c'était d'abord Mohamed Harkoun et Étienne Trocmé qui nous ont quittés tous les deux. Donc, à la fois le grand islamologue était Mohamed Harkoun, le grand professeur de théologie protestante Étienne Trocmé, avait déjà en 1988 évoqué l'hypothèse d'une formation d'un institut de théologie. Mais ce projet a été remis plusieurs fois à l'ouvrage. En 1992, à nouveau, j'allais dire, Mohamed Harkoun réinsiste sur un institut de théologie musulmane et petit à petit, le schéma, je dirais, s'est formalisé, mais à chaque fois, on a toujours trouvé une excuse, j'allais dire, ou un prétexte pour que ça ne se réalise pas, jusqu'au projet de 1996, d'Étienne Trocmé d'ailleurs, où il défend l'idée qu'on pourrait imaginer qu'à Strasbourg puisse y avoir un institut de théologie musulmane. Il avait même expliqué les modalités techniques pour le réaliser, mais là, encore une fois, ce projet n'a jamais vu le jour. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait une opportunité là de penser la théologie à partir d'un territoire particulier qui a une certaine affinité avec une formation théologique, tant du côté catholique que du côté protestant. Et on aurait pu bénéficier, je dirais, de cet apport. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, ce que nous avons, et Kamel le sait, c'est outre des formations d'instituts privés, c'est-à-dire des formations de communautaires, sans que ce mot soit péjoratif,
le seul progrès, à mon avis, qu'on a pu avoir, et qui emploie une logique de territoire, pour le coup, c'est l'existence de formations de DU, de formations civiles et civiques, où en fait on s'intéresse à juste titre au volet juridique, historique, sociologique d'une formation que devraient recevoir, j'allais dire, tous les acteurs religieux, pas que les musulmans d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui dans ces formations, on a aussi des aumôniers catholiques, protestants, juifs, mais l'idée de dire, voilà, il faut apprendre à mieux connaître la société dans laquelle on vit au quotidien, ses enjeux, ses débats, ses problèmes, pour être en capacité soi-même de pouvoir agir. Mais bien sûr, le volet théologique a toujours été mis de côté, parce qu'on considère à tort ou à raison que dans un État laïque, on n'a pas à prêcher les consciences, et donc du coup, on se réfère soit à des acteurs étrangers, qui eux ont un agenda. Il est évident que dans ce débat-là, la territorialisation, c'est aussi la transnationalisation. Un certain nombre d'États musulmans ont un intérêt à vouloir garder des instituts pour pouvoir contrôler l'expression religieuse de leur diaspora respective, ou bien on fait appel à des instituts privés, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais manifestement, on n'a pas réussi encore à concrétiser, finalement, à proposer une offre publique d'enseignement en la matière. Je ne pense pas que ce soit si simple, mais en tout cas, il faut qu'on chemine dans ce sens-là. Tout à fait, je pense que la formation des cadres religieux n'a jamais été, et jusqu'à très peu de temps, une priorité. On l'a remarqué, on l'a vu, combien, notamment lorsqu'on parle de Harkoun et du professeur Trocmé qui, depuis 1990, se posait la question et avait même imaginé la conception d'une institution musulmane à Strasbourg, parce que c'était là le lieu où on pouvait se réaliser une telle opération. Malheureusement, il y a eu des blocages. Et je me souviens encore d'une rencontre que j'avais eue avec Jacques Chirac. Et Jacques Chirac avait œuvré beaucoup en tant que président, œuvré beaucoup pour justement la création. Il y a eu des blocages. Et ces blocages, c'est ce qu'il nous a dit, et il en voulait beaucoup à Monseigneur Lustiger, qui avait bloqué déjà à l'époque. Donc, je ne veux pas faire de polémique, mais simplement pour dire qu'on aurait pu, depuis 1990, s'il n'y avait pas eu ces blocages, avoir une institution de formation qui nous aurait sorti de cette situation. Aujourd'hui, il faut travailler dans l'urgence. Travailler dans l'urgence et mettre en place une formation. C'est vrai qu'en 2012, nous avons réalisé une des premières formations qui a été faite, notamment pour le certificat, et le DU a été fait à Lyon. Déjà, nous avions ce souci de nous dire, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de former nos imams ici en France pour ne plus avoir à supporter ces difficultés que nous avions à chaque fois d'aller chercher des imams dans les pays d'origine. C'est vrai qu'il y a eu, c'était à l'époque, il y a eu une certaine volonté qui s'est exprimée. On nous a aidé à mettre en place cette formation. C'était sous François Hollande. Donc, mais aujourd'hui, et ce sont à peu près aujourd'hui une vingtaine d'institutions qui sont mises en place dans les universités en France. Mais l'objectif n'est pas de s'arrêter simplement à cette formation universitaire pour apprendre à nos imams ce qu'est la laïcité, ce que sont les institutions de la République, etc. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, je pense que la volonté exprimée par le président de la République est d'aller plus loin, mais on va jusqu'à un certain niveau, mais jamais au-delà. Et là, on nous dit, musulmans, débrouillez-vous. La formation théologique, c'est votre affaire. Il va falloir que vous en fassiez, que vous preniez. Et c'est là où les choses, où on sent qu'il y a un certain décalage par rapport à la volonté de former des imams, la volonté affirmée par les autorités de ce pays, et de l'autre côté, quelle est véritablement la volonté de ces autorités de notre pays de pouvoir faire avancer les choses.
la théologie, aller apprendre, si on veut former un imam, on ne peut pas former un imam pour en faire un sociologue ou pour en faire un philosophe. Donc, il faut en faire un véritable imam. Et cette formation ne peut s'acquérir que avec des institutions spécialisées ou avec effectivement des imams, des universitaires confirmés qui pourront former les imams dans des années qui viennent. Donc, il faut aujourd'hui qu'on sorte de cette hypocrisie. L'islam est en situation de décalage par rapport à toutes les autres religions. Il est effectivement, il a tous les soucis que l'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, on lui demande de former ces cadres alors qu'ils n'en ont pas la possibilité. La communauté musulmane, elle est la communauté la plus économiquement dans une situation difficile et qui n'a pas effectivement les moyens. Donc moi, je sollicite et j'ai sollicité à plusieurs reprises l'État. Mais pardon, mon cher Kamel, Oui. je vais vous redonner la parole. Voilà, Oui. j'en profite pour que Raleb nous dise deux mots sur ses premières impressions par rapport aux enjeux de la territorialisation et par rapport aux propos de Kamel et du professeur Franck Frégosi. Est-ce que l'islam, comme disait Mohamed Harkoun, est théologiquement protestant? Il correspond beaucoup plus à une vision girondine, on va dire, de la France que par rapport à une structuration beaucoup plus jacobine, étatique et l'histoire du récit français. Oui, mais notre ami Kamel Kaptan, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, n'a pas eu le temps de finir sa phrase et son idée, mais il y reviendra tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Trois choses. La première, en entendant Franck Frégosi, en entendant le professeur Frégosi parler de Tocqueville, d'Alexis de Tocqueville, je me dis, voilà, sur un siècle et demi, peut-être bientôt 2 siècles, que d'occasions ratées. Mais nous n'allons pas ressasser le passé d'une manière comme ça amère. Et toujours cette formule que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Hélas, ce sont des choses dont il faudrait prendre considération. La deuxième chose, il se trouve que dans notre pays, la composante essentielle des musulmans de France se trouve être d'obédience sunnite. Or, à travers l'histoire, les sunnites ont toujours été réfractaires à une organisation hiérarchisée, cléricale, bien structurée, avec une autorité centrale, etc. Et ce qui nous pousse à penser véritablement que cette territorialisation ou aller vers l'islam local donne plus de légitimité et plus de connaissances, et c'est conforme même à la tradition séculaire de l'obédience sunnite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte aussi de la composante chiite dans notre pays, mais nous raisonnons en majorité. Le troisième point, oui, il faut, me semble-t-il, et c'est une bonne décision, arrêter d'importer. Le mot importer n'est peut-être pas tout à fait approprié pour la dignité humaine, mais il faut arrêter d'importer des imams dits détachés, pour la simple raison que leur vision du monde, si je devais parler comme Franck, je dirais leur Weltanschauung, leur vision du monde est plutôt celle qui a des problèmes, y compris dans les sociétés d'où ils viennent. Alors, a fortiori, quand ils viennent sans transition aucune, et ils pensent que la société française est permissive, dépravée, dissolue, et que leurs prêches vont à l'encontre de prendre en considération avec intelligence et d'une manière harmonieuse la prise en charge spirituelle des fidèles dans un contexte donné, ça devient effectivement problématique. Et bien entendu, lorsque ces imams détachés sont plutôt des fonctionnaires d'État étrangers, ils deviennent l'instrument aussi d'influences étrangères dont nous n'avons pas besoin. Bon, maintenant, pour répondre à la question très brièvement, celle de Chihab, oui, le professeur Harkoun, le regretté Mohamed Harkoun, a raison. Théologiquement, l'islam, et notamment l'islam de France, est plutôt protestant, mais et de ce point de vue-là, il vaut mieux peut-être une approche girondine que jacobine de l'organisation. Et c'est pour ça
que ce n'est pas pour rien que nous parlons d'enjeux névralgiques, crucial, important de cette formation, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, avoir un islam d'intelligence, de progrès, de beauté, etc., si ses propres ministres du culte ne sont pas formés à la fois d'un point de vue théologique, et j'ajoute, et je prends sur moi de dire, leur formation théologique, leur formation cultuelle ne se hisse même pas de nos jours aux exigences de l'islam classique. Parce qu'entre-temps, la salafisation des esprits est passée par là, on est plutôt dans une approche traditionnaliste des choses, et ça ne se hisse même pas à la hardiesse, à l'audace intellectuelle qu'avaient des jurisconsultes, des théologiens, je parle encore de la période classique. Et bien entendu, il faut combiner, ajouter, dédoubler cette formation par des connaissances dans les SHS, les sciences de l'homme et de la société. Merci Raleb pour ta réponse. Kamel, on voulait nullement te couper la parole. C'est moi qui ai fait le truc technique, c'est pas vous. Il y a Franck Frigosi qui voudrait prendre la parole là. Oui, je voudrais que je pense que nous sommes tous à peu près d'accord sur le constat général. En même temps, ce que moi j'ai pu observer récemment dans une étude que nous avons menée avec une collègue anthropologue, c'est qu'il y a quand même l'émergence aussi en France, je dis bien en France, une nouvelle génération d'acteurs religieux d'imams qui cumulent plusieurs diplomations. Certains viennent de formations, on va dire, plutôt scientifiques, et souvent ont complété leur formation sur le terrain en matière religieuse théologique. D'autres ont carrément fait un cursus, souvent à l'étranger, de formation religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle génération, à la fois consciente des enjeux dont nous parlons, et dans le quotidien, ces imams, je dirais, j'allais dire, cochent toutes les cases. Simplement, ils sont parfois isolés. Et surtout, je veux dire, ils sont en capacité, je pense, de produire un discours qu'on peut qualifier parfois de réformiste, pour reprendre des catégories classiques, et sont conscients de la nécessité qu'il y a d'accompagner la compréhension de l'islam avec la prise en compte du contexte dans lequel nous sommes. Donc je pense qu'il y a la question que vous évoquez tous les deux, à savoir les fonctionnaires détachés. Le chef de l'État a annoncé qu'il fallait mettre un terme à ce processus. Bon, en 4 années, ça sera à mon avis très compliqué. J'imagine mal de voir comment du jour au lendemain on peut se... Certaines organisations pourront se priver, je dirais, de ces cadres religieux, et en même temps partir aussi justement de ces acteurs de terrain, certains imams, je pense, du côté de Lyon ou d'ailleurs, qui ont véritablement fait un travail sur eux-mêmes à la fois de formation, y compris continue, et qui pourraient épauler les formations justement à mettre en œuvre. Parce que je crois qu'il ne faut pas noircir trop le tableau. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui me paraît assez paradoxal. Il y a une vingtaine d'années, les imams étaient rendus responsables de tous les maux de la société. Oui. On les accusait d'attiser le communautarisme. Aujourd'hui, face à des enjeux aussi gravissimes que la question du terrorisme et de la violence légitimement de la religion, ils deviennent des recours. Mais tous, c'est vrai, ne sont pas forcément préparés pour cela. Donc c'est là où il y a un vrai travail d'accompagnement, mais n'oublions pas qu'il y a quand même une nouvelle génération d'imams qui ont émergé en France, qui sont, à leur modeste niveau, en capacité d'apporter des réponses ponctuelles et qui pourraient être mobilisés justement dans ces instituts. Parce que ce qu'il faut, au-delà de, je dirais, de la dimension théologique, comme l'a rappelé Raleb à juste titre, l'ignorance des fondamentaux classiques de la foi et de la tradition islamique, c'est aussi des gens qui puissent se rendre compte d'une expérience vécue. Parce que je pense souvent, pour les entretiens que j'ai eu avec certains d'entre eux, la difficulté, c'est aussi d'être en capacité, si je puis dire, d'incarner ce qu'ils sont en train de dire, de donner des exemples précis et de partir du vécu quotidien. Or, cela ne peut se faire à nouveau qu'à l'échelon territorial. Et je crois que c'est important de conjuguer, donc oui, à ce type de formation, tout en sachant peut-être qu'il y a quand même une question qu'il faut poser, c'est que qui a intérêt ou qui n'a pas intérêt à ce que ces formations aient lieu? Parce que je crois que c'est ça le vrai problème. Vous l'avez rappelé, il y a des acteurs extérieurs qui, effectivement, ne souhaitent absolument pas que les musulmans de France s'autonomisent véritablement, qu'ils aient leur propre centre de décision et de production d'un savoir théologique. Et il y a peut-être certains acteurs politiques aussi qui ont toujours intérêt à avoir une espèce de regard paternaliste à l'égard de ce que sont leurs compatriotes de religion musulmane. Je crois qu'il faut aussi tenir compte de cela, j'allais dire, et je crois que c'est là où Kamel disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup de déclarations. Moi, je peux les lister. Il faut des imams français, il faut des imams formés en France. Mais dès qu'il s'agissait de passer à la concrétisation,
ont préféré, je dirais, sous-traiter cela avec des chancelleries étrangères, plutôt que de tenter de faire confiance aux acteurs de l'islam de France du quotidien. Donc là, je pense qu'il faudrait que chacun balaye devant sa porte, si je puis dire, et en disant, voilà, c'est bien beau les déclarations d'intention, soyons beaucoup plus concrets aujourd'hui, quels sont les moyens dont on dispose, quelles sont les forces en présence, mais je pense que surtout, il faut essayer, dans la mesure du possible, pour éviter, je dirais, cette rupture entre l'islam d'en haut et l'islam d'en bas. J'aime pas l'expression, mais je l'emploie quand même. Bien commencer à partir finalement des besoins et des attentes des musulmans de base et des musulmanes, n'oublions pas les musulmanes, qu'est-ce qu'elles attendent de ceux qui prêchent ou de ceux qui enseignent la religion. Or, je crois que là, on a un véritable déficit en la matière, ne serait-ce de recueil de besoins, parce que n'oublions pas que d'abord, ces imams sont d'abord destinés à venir en aide, à accompagner spirituellement leur communauté, qu'ensuite les pouvoirs publics aient des attentes peut-être, mais la priorité, c'est d'abord de répondre finalement aux besoins communautaires, bien sûr, comme l'a rappelé Raleb tout à l'heure, en tenant compte du fait qu'il s'agit de comprendre l'islam dans le contexte d'aujourd'hui, sans ignorer sa longue tradition, et y compris parfois à partir de la tradition, peut-être de repenser finalement la question de qu'est-ce que c'est qu'être musulman ou musulmane au XXIe siècle aujourd'hui. Et encore une fois, par l'expérience d'un certain nombre d'acteurs de terrain. Merci beaucoup, professeur, pour ce propos. Mon cher Kamel, je reviens vers vous. Qu'est-ce que c'est qu'être musulman dans la ville de Lyon ? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments avant d'arriver sur le deuxième axe stratégique de l'événement ce soir, d'évoquer la dimension académique et l'offre de formation, de nous dire un peu de manière très concrète ce qu'est la vie d'un musulman lyonnais et de votre expérience de cadre religieux cultuel à Lyon. Quand on voit le temps qui est passé et les difficultés que nous avons eues à pouvoir être musulmans et pratiquer librement notre culte, il nous a fallu effectivement plus de 15 ans ou même un peu plus pour construire la grande mosquée de Lyon, les difficultés que nous avons eues, les explications qu'il nous a fallu donner, les justificatifs. Et pendant plus de 15 ans, nous ne nous sommes pas battus, mais essayer d'informer, de faire en sorte que les musulmans puissent être compris dans leur démarche. 1978, 1994, l'inauguration de la mosquée. La mosquée de Lyon, ça vous donne un peu la durée qu'il a fallu pour nous, en tant que musulmans, pour voir. Aujourd'hui, je pense que nous avons été, après tout, Lyon a été la deuxième ville après Paris. La mosquée de Paris, 1926, en hommage aux soldats musulmans morts pour la France. La mosquée de Lyon, 1994, je dirais, c'est la mosquée de l'intégration, puisque une des revendications des musulmans de Lyon, c'est-à-dire nous sommes citoyens de ce pays, nous sommes français, et nous voulons nous aussi pouvoir disposer de lieux de culte qui nous permettent de pratiquer librement notre culte. Ça a été effectivement plus d'un siècle de bagarre, et je crois que ça a été là l'essentiel, puisque depuis Lyon, un certain nombre de mosquées ont été construites par la suite, et je pense que l'exemple de Lyon a été assez bénéfique pour toutes les villes qui ont, à un moment donné, qui étaient assez réticentes. Et moi, j'ai vu des responsables par exemple, de Strasbourg, et les responsables de la ville de Strasbourg sont venus à Lyon pour s'informer comment, justement, on s'était pris. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, Lyon est une ville qui est assez ouverte, elle a toujours été dans ce sens-là, et qui a permis aujourd'hui à l'islam d'avoir une grande mosquée et d'avoir, je dirais, pignon sur rue. Quand on sait que le nombre de mosquées de caves ou d'arrière-cours qu'il y avait à l'époque, aujourd'hui, c'est véritablement, l'islam se pratique en toute liberté. Être musulman aujourd'hui à Lyon, c'est être aussi citoyen de cette ville. Et je crois que la citoyenneté que nous avons acquise depuis très longtemps nous permet aujourd'hui de montrer que nous sommes, en tant que musulmans, nous sommes aussi citoyens. C'est aussi, je dirais, de Lyon que sont partis un certain nombre d'expériences, et je veux parler notamment de la départementalisation, puisque c'est là le mot. Cette idée, je l'avais soumise déjà à Manuel Valls. Donc, vous voyez un peu la période. J'avais déjà effectivement sur cette question en disant que l'islam tel qu'il était ne pouvait se pratiquer d'abord
dans les mosquées à la base, et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut l'organiser, le structurer. Et ensuite construire la maison pour arriver jusqu'au sommet. Or, ce qui a été fait en 2003, c'est qu'on a construit le sommet, la maison par le sommet, et en laissant de côté la base. Donc, il était important aujourd'hui de retravailler. Et c'est à Lyon aujourd'hui qu'il y a plus de 35 mosquées qui se sont organisées dans le conseil des mosquées du Rhône. À côté, il y a le conseil théologique des imams du Rhône qui, aujourd'hui, montre une certaine voie, je dirais, de ce que peut être aujourd'hui l'organisation de l'islam en France. Elle doit se faire à partir de la base, et c'est là la légitimité que l'on peut avoir pour une organisation qui se veut légitime et représentative de l'ensemble des musulmans de France. Elle doit être effectivement légitimée par la base. Et c'est ce à quoi nous battons depuis 2 ans maintenant, pour démontrer que l'organisation départementale, ça a du bon, ça permet de rassembler et de faire en sorte de sortir de cette situation, de cette politique des fédérations qui, elles, avaient plus tendance à diviser et à faire en sorte que les musulmans se revendiquent en tant qu'Algériens, en tant que Marocains ou en tant que Turcs, et non pas simplement, mais non pas en tant que musulmans et Français et citoyens de ce pays. Donc, il y a aujourd'hui l'urgence, et je pense que le gouvernement l'a compris, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet, après le Ramadan, de réunir l'ensemble des responsables des institutions religieuses dans chaque département pour essayer de les organiser et faire en sorte qu'il y ait une véritable organisation qui parte de la base, d'autant que lorsqu'on voit le spectacle que nous avons aujourd'hui des responsables des fédérations, et là les fédérations ont démontré leur inaptitude et leur incapacité à organiser l'islam de France. Donc, il y a besoin, c'est pour ça que je dis que Lyon a été quelque part le terreau de quelque chose, puisque on parlait de la formation des imams, nous avons une des premières formations qui a commencé à Lyon. Donc, c'est la réalité. Il faut, moi, je pense aujourd'hui, partir de ce constat, c'est que la légitimité s'acquiert par la base et non par le haut. Professeur, avant de donner la parole au président de la Fondation Ghaleb Benchir, professeur, vous avez souvent évoqué la question du statut de l'imam. Donc, c'est une question qu'on a envie de vous poser sur l'évolution du statut de l'imama en France, en tout cas sur le plan juridique, et de poser la question de la formation académique et théologique. C'est-à-dire que Kamel a évoqué l'expérimentation historique du territoire de la ville de Lyon, qui est une ville emblématique du dialogue interreligieux. Après, il y a une multiplicité de raisons de la ville de Lyon à avoir été pilote dans les questions qui nous intéressent. Vous, professeur, comment vous voyez l'évolution du statut de l'imama, et d'évoquer, avant d'être amené à vous poser, à prendre des questions des spectateurs et des internautes ce soir, la question de la formation théologique et de la formation académique des ministres du culte. Vous avez posé effectivement une question qui me brûlait les lèvres. C'est effectivement, on ne peut pas non plus simplement réfléchir à la formation si on ne s'intéresse pas à ceux qui sont susceptibles de la suivre. Je crois que le vrai enjeu, il est aussi dans, alors sans un mot peut-être pompeux, mais le statut des imams en France. Nous avons aujourd'hui une situation qui se caractérise par une très grande hétérogénéité. Vous avez évoqué tout à l'heure avec Ghaleb le cas limité d'un certain nombre d'acteurs, je dirais, qui sont des fonctionnaires détachés d'États étrangers, donc qui en tant que tels ne sont là que provisoirement. Au bout de 4-5 ans, ils doivent ensuite repartir, donc qui de fait ont une mission qui est limitée dans le temps, avec lequel, je dirais, mais qui en même temps ont un statut qui est clair. Je veux dire, ils ont un statut de fonctionnaire détaché, et souvent d'ailleurs certains d'entre eux sont très bien rémunérés et n'ont pas les mêmes problèmes que rencontrent leurs confrères, si je puis dire, qui eux ne bénéficient pas, je dirais, excusez-moi, d'une rente de situation. Une grande partie des imams en France sont d'ailleurs souvent bénévoles, ne souhaitent pas qu'il y ait un lien financier entre la vocation qui est la leur, le quotidien. Donc, quand on dit qu'ils ne veulent pas avoir de lien de transaction entre eux et les associations qu'ils desservent, puis il y a une partie de certains qui sont aujourd'hui, fort heureusement, peu ou prou, engagés dans un processus où il y a une relation, je veux dire, de contractualisation avec les associations dans lesquelles ils interviennent. Et puis, il y a une partie d'entre eux qui sont en fait
ce qu'on appelait souvent les faisans en fonction d'imams, qui eux-mêmes d'ailleurs se définissent en disant « nous sommes des imams malgré nous », finalement, puisque personne n'assume cette fonction, donc nous essayons d'accompagner sans avoir pour autant être rétribué. Donc quand je parle de statut, je pense qu'il faut prendre en compte le statut social. Et que souvent, si on veut évoquer la formation, il faudrait aussi réfléchir peut-être, pour ceux qui le souhaitent, à peut-être réfléchir, et ça n'a pas été fait jusqu'à présent, parce qu'il y a eu une charte de l'imamad en 2015, qui avait imaginé que tous les imams soient des salariés. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le décréter du haut vers le bas, et cela ne correspond pas non plus à la réalité vécue de l'islam au quotidien, et je dirais de ce que pour certains musulmans représente qu'être imam, avec toute la dimension de bienfaits spirituels et hasanat que reçoivent ceux qui acceptent de prêcher. Donc, il faut repenser cette question-là, c'est-à-dire peut-être d'imaginer qu'on puisse, je dirais, avoir une rémunération qui soit conforme aussi à l'investissement de ces acteurs. Parce que la particularité de l'imam, c'est que je dirais que très souvent, l'imam, il est imam en permanence. Et très souvent, moi j'ai le cas de nombreux amis qui sont en permanence sollicités, y compris la nuit, par des personnes qui les appellent pour n'importe quelle consultation, alors même qu'ils ont une vie familiale, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette dimension-là, qui n'est pas simplement une dimension, qui a une dimension pécuniaire, sans doute, incontestablement, salariat ou pas, mais aussi une dimension en termes de reconnaissance sociale. C'est-à-dire que ce que j'ai souvent, moi j'emploie une formule qui peut vous choquer, j'ai souvent été confronté à ce qu'on appelle le blues de l'imam. Des imams qui se sentent désemparés par rapport à la situation, qui se sentent parfois dépassés par des fidèles qui veulent des recettes miracles, qui utilisent l'islam comme une boîte à outils en disant on veut des réponses rituelles, alors que parfois la tradition n'a pas de réponse toute faite et qu'il faut étudier cas par cas. Et parfois ces imams sont désemparés aussi par certaines demandes qui leur sont formulées. Et quand en plus on leur ajoute le fait qu'ils doivent faire du dialogue interreligieux, favoriser le vivre ensemble, certains, excusez-moi, sont en décrochage par rapport à la réalité sociale. Or, ce statut, c'est tout cela. Et ce n'est pas forcément un statut juridique, parce qu'on a parlé de ministre du culte, par assimilation par rapport à des homologues dans d'autres cultes, mais je pense qu'il faut prendre la notion de statut au sens large, à la fois la dimension économique, financière, mais aussi la notion en termes de reconnaissance. Et ceci s'adresse surtout aux fidèles. Moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est de constater combien des fidèles, parfois, une fois que l'imam est descendu du minbar, se défoule sur l'imam, je dirais. Il a perdu toute majesté, si je puis dire, et il est d'un seul coup saturé de sollicitations, parfois d'injonctions contradictoires, et je dirais ça ne facilite pas la tâche. Donc peut-être qu'il y aurait aussi à penser cela parallèlement à l'aspect formation. Alors, on va en parler sans doute, mais vous avez beaucoup parlé de formation théologique, religieuse. Je pense qu'il y a aussi des formes en termes de psychologie sociale, parce que bon nombre d'imams sont aussi confrontés à des questions, doivent répondre à des questions auxquelles ils n'ont pas été préparés. Des questions, je dirais, relatives à la vie matrimoniale, par exemple, qui supposent d'avoir un minimum d'appétence avec ces sujets qui sont parfois très délicats et qui ne peuvent pas être, à laquelle on ne peut pas répondre simplement par une réponse toute faite, je dirais classique. Donc, je crois qu'il y a un vrai enjeu à la fois de formation intellectuelle pour ceux qui en ont besoin, et je pense qu'un grand nombre en ont besoin, mais aussi de formation à côté, visant finalement à qu'est-ce que c'est que manager des individus, mais aussi tenter de répondre à des demandes extrêmement diversifiées. Voilà un petit peu ma réponse, si vous voulez. Merci. Si tu permets, Chihab, je pense que Franck a tout à fait raison quand il dit aujourd'hui il faut parler du statut de l'imam. Et le statut de l'imam, lorsqu'on parle de la formation des imams, former des imams, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir lorsqu'ils seront devenus imams? La question, effectivement, nous avons essayé de réfléchir depuis quelque temps. Nous avons mis en place une commission pour travailler sur le statut de l'imam. C'est quoi aujourd'hui? L'imam, d'abord, le mot imam n'existe pas dans la nomenclature des métiers en France. Et je pense que ça, c'est effectivement une injustice. Tous nos imams sont considérés comme des animateurs culturels, comme des enseignants. Ils n'ont pas le titre d'imam parce qu'ils ne peuvent pas cotiser à la sécurité sociale, ils ne peuvent pas. Donc là, il y a réellement un travail à faire. Si on doit travailler sur la formation, il faut qu'à côté, nous puissions travailler sur le statut de l'imam afin que celui-ci, lorsqu'il a acquis les compétences et les connaissances nécessaires, il puisse exercer en toute tranquillité. Or, aujourd'hui, nos imams sont tous des gens qui n'ont pas de salaire, ou qui ont un salaire véritablement de misère, je dirais, et qui ne peuvent pas
n'ont pas la possibilité d'évoluer parce qu'ils sont là, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas de moyens de faire vivre leur famille, etc. Moi, j'en ai connu beaucoup qui maintenant vont travailler dans les usines et le vendredi vient, ce sont les imams ouvriers, je dirais, mais je pense qu'il y a besoin dans cette situation de pouvoir organiser la chose. D'autre part, il faudrait peut-être que les fidèles musulmans comprennent que c'est fini le tout gratuit. Tout ce qui vient, effectivement, on allait chercher des imams en Algérie, au Maroc ou en Turquie, c'est justement pour ne pas avoir à payer la rétribution, le salaire de l'imam. Et je pense que c'est là aussi, il y a un travail de fond à faire pour que la communauté musulmane comprenne qu'aujourd'hui, elle doit se prendre en charge elle-même, que tout ce qui venait de l'étranger ne va plus l'être. Et il faut peut-être mobiliser, et c'est là, il y a un travail de fond à faire auprès des institutions, des mosquées, mais aussi auprès des fidèles qui ont besoin de comprendre que le fonctionnement d'une mosquée, que le salaire d'un imam ne peut pas venir éternellement de l'autre côté de la Méditerranée ou d'ailleurs. Donc, il faut absolument aujourd'hui, c'est donner un statut à l'imam et aussi faire que la communauté musulmane se prenne aujourd'hui en charge et qu'elle puisse prendre en charge ses imams. Merci Kamel. Je voulais vous dire, on remercie nos internautes ce soir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et tout à l'heure, nous donnerons un temps à minima un quart d'heure parce qu'on a beaucoup de questions de nos internautes à Raleb au professeur et au recteur de la mosquée de Lyon. Donc, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, il nous reste encore un peu de temps, une vingtaine de minutes pour aborder la dimension académique, donc la formation académique et théologique des cadres religieux musulmans. Raleb, pourquoi depuis 30 ans y a-t-il très peu d'évolution sur la création d'un institut théologique musulman, confessant et non confessant? C'est la question. Tout concourt à l'idée que cet enjeu de formation a été à chaque fois différé. Le dernier en date, c'est effectivement ce qui devait être dans les départements concordataires, le projet de Trokmé Harkoun en gros. Et au-delà de la formule, j'ai l'habitude de la dire et on l'a entendu, on ne peut pas dire que la laïcité est une exception en France, que le concordat est une exception dans l'exception et que l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Ce n'est pas sérieux. À un moment donné, il faut prendre et assumer ses responsabilités. Ça c'est un point. Et donc, il incombe avant tout, s'il n'y a pas de volonté politique, aux musulmans eux-mêmes, et Kamel, à juste raison, dit que ce sont les fidèles eux-mêmes de prendre en charge à la fois non seulement la rétribution, les rémunérations des imams, mais aussi les lieux où l'on dispense le savoir, à commencer le savoir théologique et religieux. Je pense qu'il y a maintenant une maturité et ces questions-là commencent à intéresser les fidèles eux-mêmes. La légitimité, encore une fois, venant de la base, venant de ces territoires. L'exemple du département du Rhône est un bon exemple. Il y a aussi des choses qui se passent en Gironde ou dans d'autres départements, ou même en Rhône-Alpes. De mon point de vue, il faut les encourager. Quand je dis de mon point de vue, j'engage ma personne. La Fondation de l'Islam de France a toujours respecté le yalta entre le cultuel et le culturel. Elle ne se mêle pas des questions proprement culturelles. Elle organise le débat. Elle en assure la catalyse pour que ces débats d'ordre universitaire, nous avons un administrateur et un universitaire de talent et de compétences pour aborder cette question cruciale. Deux autres choses, c'est que c'est vrai que maintenant, nous avons besoin d'imams, au pluriel, en situation. Ils ne peuvent pas être comme ça parachutés. C'est-à-dire ils partagent le vécu avec les fidèles eux-mêmes et au-delà et en plus de leur formation proprement théologique,
et confessante, parce qu'on peut faire de la théologie sans approche cultuelle, et la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, comme une des définitions de la théologie, outre le fait de discourir sur le divin. Eh bien, ces imams en situation auront aussi à côté à avoir non seulement de la psychosociologie, mais ils sont des thérapeutes de l'âme. Ils répondent. Et plus ils acquièrent de la connaissance et du savoir, hormis cette gradation que nous avons de l'imam ordinaire, l'imam conférencier ou l'imam qui monte en chair, qui monte sur le minbar, comme dit Franck, et aussi même le grand imam habilité à décréter des fatwas, c'est-à-dire un imam mufti, entendons-nous bien, l'un des mots qu'il faudrait préciser de nos jours comme djihad, c'est la fatwa, et la fatwa n'est pas une condamnation à mort. Je le dis à nos amis internautes qui nous suivent. Eh bien, nous rêvons, nous avons toujours rêvé, j'espère que nous le verrons de notre vivant, mais en tout cas, la vocation est aussi d'avoir des imams sous la coupole. Ça n'est pas réservé qu'à Monseigneur Lustiger ou Monseigneur d'Agens ou le grand rabbin de France, à juste raison, ou tel pasteur. C'est dire qu'on peut avoir un imam savantissime. Je saisis aussi cette occasion, puisque j'ai la parole, et la parole doit être donnée d'abord à nos amis, à la fois un acteur, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon et un universitaire, c'est que nous avons des amis qui nous envoient des questions. J'en ai reçu moi-même quand je consulte ce smartphone. Ce n'est pas par manque de respect pour vous, chers amis internautes, mais parfois je suis interpellé par des questions. Alors je réponds directement à celle-là, et puis je laisse à Chihab de gérer les questions posées par les internautes. Alors quand on parle d'islam protestant ou d'islam girondin ou approche girondine de l'islam, ce sont des exemples, des métaphores. Malheureusement, dans notre pays, on éprouve le besoin d'accoler une épithète ou un adjectif à islam. Alors on parle de l'islam modéré, mais on n'a jamais parlé de christianisme modéré ou de judaïsme modéré, ou même de franc-maçonnerie modérée, mais on la colle à islam. Et on parle d'islam libéral, on parle d'islam progressiste, on parle d'islam malheureusement traditionnaliste ou d'autres. Et là, à mon avis, il faudrait peut-être qualifier plutôt le radicalisme ou l'islamisme et non pas la tradition religieuse islamique. Mais là, on a pris l'exemple, la formule est de Mohamed Harkoun quand on dit que l'islam est théologiquement protestant, au sens où il n'y a pas un clergé central, une autorité centrale ou un souverain pontife. Et quand j'ai ajouté, il y a plutôt une approche girondine et non pas ce n'est pas un aspect jacobin, c'est que ce n'est pas centralisé. Et de ce point de vue-là, aussi bien Kamel que Franck ont raison de dire que la légitimité vient de la base. Merci Raleb pour cette précision. Une question au professeur, une question au recteur Kamel Kaptan. On va commencer par Kamel. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur la construction du projet d'expérimentation qui est le projet Mohamed Harkoun, le parcours Harkoun à Lyon? C'est vrai qu'un des premiers actes fondateurs de cette formation de l'islam, formation des cadres religieux en France, va commencer ou a commencé déjà depuis le mois de janvier par la mise en place d'un parcours qu'on a intitulé Parcours Harkoun en mémoire de Mohamed Harkoun, qui a été un de ceux qui se sont battus justement pour permettre, pour que l'université française se saisisse de ce problème. Donc aujourd'hui, nous avons avec l'université de Lyon 3 signé récemment, l'IFCM a signé récemment une convention de partenariat qui va permettre effectivement à l'université de former les futurs cadres, je ne dirais pas cadres religieux, mais cadres universitaires qui vont pouvoir activer dans les années qui viennent. Et charge pour nous de mettre en place
une formation théologique pour ceux qui veulent suivre cette formation. Donc, il y aura une formation universitaire qui va permettre à des jeunes de pouvoir aller de la licence à la maîtrise, en passant par la maîtrise au doctorat, donc pour pouvoir acquérir les connaissances universitaires. Et en parallèle, nous pourrons effectivement, nous avons mis en place un institut supérieur de théologie musulmane qui a pour vocation justement d'apporter les connaissances théologiques nécessaires et avoir un parcours universitaire aussi qui permette à un candidat à cette formation de devenir, pourquoi pas, aller jusqu'au doctorat. Donc l'idée aujourd'hui, elle est très importante puisque c'est la première fois que l'université met en place une formation comme celle-là. C'est la première fois que le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de l'Intérieur ont cofinancé cette formation. Reste à savoir maintenant comment elle va s'inscrire dans la durée. Combien aujourd'hui de jeunes vont pouvoir s'inscrire et suivre cette formation. Donc moi, j'ai bon espoir que ce qui se passe aujourd'hui à Lyon puisse se répercuter dans l'avenir et être véritablement un lieu de connaissance et de formation de nos futurs cadres religieux. Charge pour nous aujourd'hui de former les futurs imams. Là aussi, nous avons pris des attaches. On est en discussion avec l'université de la Zitouna et l'université d'Al-Azhar. Nous sommes aussi, et ce que nous souhaitons, c'est qu'aussi pouvoir trouver ici en France les enseignants qui pourront aussi nous aider à mettre en place ces formations. Donc, tout est à mettre en place aujourd'hui et nous sommes avec toute une équipe qui avec moi travaille sur la question et il y a un certain nombre d'imams et nous sommes conscients que ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Donc l'intérêt de cette formation, je dirais, c'est déjà cette démarche, je dirais, politique qui a mis les choses en place. Je pense que c'est quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas. À nous maintenant de nous en saisir, aux musulmans de s'en saisir et de faire en sorte qu'elle puisse devenir une réalité. Donc, nous avons rencontré des étudiants, un certain nombre, ou des bacheliers qui vont le devenir très bientôt pour leur présenter ces formations et les intéresser à pouvoir la suivre. Donc, c'est tout un travail qui est en train de se mettre, c'est un travail en jachère que nous essayons de défricher et j'espère qu'avec le soutien de bon nombre de nos amis qui suivent avec beaucoup d'intérêt cette formation, qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Voilà ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui sur la formation Mohamed Harkoun. Merci beaucoup, cher Kamel. D'ailleurs, à ce titre, j'ai lu la note succincte relative à la programmation du parcours Harkoun et on voit, professeur, de plus en plus une dimension de la méthode historico-critique dans le programme de formation à destination des cadres religieux. Donc, la question un peu générique qu'on a envie de vous poser, c'est, et si vous pouvez nous répondre de manière un peu succincte et brève, comment l'université se positionne-t-elle par rapport à la formation des cadres religieux musulmans? Écoutez, de par l'expérience qui était la mienne lorsque j'étais à Strasbourg, je peux dire qu'il y avait certains universitaires qui étaient totalement en phase avec cette idée de dire, voilà, nous avons un certain nombre de compétences à l'université, notamment à Strasbourg dans le domaine de la connaissance des pensées théologiques catholiques et protestantes, en termes d'histoire critique. Les musulmans pourraient pouvoir en bénéficier, mais au-delà des musulmans, tout un chacun. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans notre pays, véritablement, on a eu quelques exemples antérieurement de stratégies qui ont été mises en place, notamment entre la Grande Mosquée de Paris, l'Institut Razali et l'Université parisienne, de mise en place d'une formation. Et elle s'est heurtée aussi à un blocage de la part du corps enseignant qui a du mal à imaginer ce qu'on peut bien vouloir faire à l'université, ce que des cadres religieux peuvent vouloir faire à l'université. Tout simplement parce que notre pays, finalement, a évacué le paradigme des facultés de théologie qui existent dans tout le reste de l'Europe. Donc là, c'est un petit peu notre histoire particulière qui fait que, autant chez nos voisins allemands, autrichiens, même au Royaume-Uni, finalement, il y a un paradigme que la faculté de théologie fait partie des facultés publiques.
sans pour autant que cet enseignement soit nécessairement confessant. Et vous avez bien fait de le rappeler. Étienne Trocmé avait pensé une faculté de théologie musulmane non confessante, ouverte à tout un chacun. La difficulté aujourd'hui, c'est effectivement de faire comprendre que, au-delà de la théologie, et Kamal Katan l'a rappelé dans le parcours Mohamed Al-Koun, l'université a un certain nombre de savoirs à sa disposition dans l'analyse critique des textes, finalement dans l'histoire comparée des religions, qui peuvent être mobilisés par des acteurs qui par la suite peuvent se destiner à une fonction religieuse. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le cas, je dirais, ailleurs. Et je crois que la difficulté, et Kamal Katan l'a bien rappelé, il ne s'agit pas de former des imams en théologie à l'université, mais de leur transmettre toute une série de connaissances relatives à la compréhension, je dirais, de ce qu'est l'islam, de ses écritures, de la manière dont elles sont constituées. Et ensuite, il appartient aux responsables communautaires de veiller à accompagner cela, je dirais, de la dimension apologétique peut-être. Oui. L'université n'est pas là pour, je dirais, pour le coup, prêcher les consciences, elle n'est pas là pour un discours apologétique, mais néanmoins pour dire que le fait religieux nous interpelle, nous avons des outils dans la linguistique, dans l'analyse des textes, je dirais, compris la sociologie des formes religieuses, qui doivent être mises à la disposition du plus grand nombre. Et au fond, je dirais, ça me paraît tout à fait légitime que ceux qui se destinent éventuellement à une formation, du moins à une guidance religieuse quelconque, puissent bénéficier à la fois de cet apport finalement de l'université, mais il faut savoir encore que dans ce secteur, notre université a un grand retard par rapport à l'université européenne. Hein. Vous l'avez rappelé au début de l'émission, la difficulté, c'est que tout ce qu'on appelle les études arabes et islamiques ont été le parent pauvre depuis des décennies de l'université. Des postes n'ont pas été renouvelés. On commence à rattraper petit à petit le retard. Et donc là, il y a un vrai rattrapage à faire. Le deuxième volet, c'est le volet plutôt effectivement confessant, qui là, pour le coup, ne pourrait pas se faire en tant que tel à l'université. Mais j'observe, je pense que, comme souvent, je ne vais pas dire ça parce que c'est Kamel, mais il faut regarder attentivement ce qui va se faire à Lyon. De ce point de vue-là, Lyon a une expérience particulière. Peut-être qu'il y a un climat peut-être plus pacifique ou pacifié entre les acteurs, y compris les acteurs politiques, qui prennent conscience qu'il y a des urgences qui nécessitent peut-être des solutions alternatives. Mais encore une fois, voyons déjà cette expérience. Donc, je sais que dans d'autres universités, des contacts ont été pris, mais parfois c'est très maladroit, parce que parfois les acteurs n'ont pas identifié à qui ils avaient affaire. Je pense que c'est important, je dirais, de garder cette possibilité, mais encore une fois, tout en sachant que notre système d'enseignement s'est construit en rupture avec le schéma du paradigme de la faculté de théologie dans l'université publique. Merci. Merci, professeur, pour ces éléments. Raleb, par rapport à ce que nous dit le professeur et les propos de Kamel, est-ce qu'on peut voir d'un très bon œil la décision récente du président de la République de créer un institut d'islamologie? Est-ce que justement cet institut d'islamologie sera peut-être le lieu de l'articulation d'une approche non confessante et d'une approche théologique non confessante du fait religieux islamique? La réponse est assurément oui. On ne peut le voir que d'un bon œil et nous sommes impatients de voir l'édification d'un tel institut. Bien entendu, quelqu'un qui est dans l'obscurité ou dans un tunnel et on lui parle de lumière, il ne peut qu'y souscrire et en être heureux. Bien entendu, dans notre pays, j'ai eu l'occasion de le dire quelquefois, donc je le répète, si nous avions des islamologues en nombre suffisant, musulmans ou non musulmans, puisque l'islamologie n'est pas qu'une affaire de musulmans, nous n'aurions pas eu tous les débats captieux, oiseux sur les certificats de virginité ou que sais-je encore. Donc cet institut est de la plus haute importance. Il faudrait peut-être même le multiplier par la suite avec des filiales dans les départements et ailleurs. Alors, quel est son intérêt? D'abord, comme son nom l'indique, un institut d'islamologie ou un institut académique d'islamologie appliquée, pour parler comme Mohamed Al-Koun, c'est tenir un discours rationnel, intelligent, scientifique, objectif sur le fait islamique, sur la chose islamique. Ce n'est plus l'orientalisme. Qu'il fût savant ou qu'il fût au service de l'œuvre coloniale, là, nous parlons d'une discipline de prestige, d'une discipline qui doit recouvrer ses lettres de noblesse. On parle bien d'égyptologie ou de sinologie ou d'iranologie, au sens même où on tient compte de la civilisation des Perses du temps des Achéménides ou d'autres. Là, l'islamologie et l'histoire des musulmans, des peuples musulmans, l'histoire impériale, la civilisation de l'Empire ottoman, de l'Empire safavide, de l'Empire moghol, les textes
les différentes disciplines sous-jacentes, j'allais dire, à l'islamologie, pleine d'érudition, ça c'est une nécessité. Et ça va de pair avec le génie du peuple français et avec la grandeur de la France. Ce n'est pas normal que l'on n'ait pas en France l'équivalent du programme Corpus Coranicum que nous avons avec l'université allemande. Voilà un retard considérable qu'il faut rattraper. Et tel que je perçois les choses, tel que je les sens, c'est peut-être dans cet institut même, on peut avoir un département de théologie, y compris la partie confessante, à charge pour les étudiants qui viennent s'y inscrire, hommes et femmes d'ailleurs. Les questions théologiques ne sont pas restreintes uniquement aux hommes, hommes et femmes, pour se former, on leur demandera d'avoir des prérequis. Votre serviteur était jeune étudiant et a de cela longtemps. Je ne pouvais pas faire telle ou telle matière s'il n'y avait pas des prérequis en module pour pouvoir accéder à d'autres enseignements. Eh bien, ceux qui s'inscrivent en théologie, ceux qui s'inscrivent dans ces approches confessantes, cultuelles, religieuses, etc., on peut leur exiger des prérequis en droit des cultes, en fonctionnement des institutions, en laïcité, en histoire de la France, l'héritage culturel français, etc. Et cet institut d'islamologie sauvera, j'allais dire, la situation sur le plan intellectuel, en tout cas, que nous connaissons. Merci Raleb pour cette réponse. Avant d'arriver aux questions des internautes, une dernière question pour le professeur au regard de ce que nous a dit notre ami Kamel Kaptan. Eu égard au rapport Messner et Benzine, Mesdames Gay et Jaouen, il y a une volonté de plus en plus forte d'adosser des instituts d'islamologie à des organes confessants, notamment l'expérience de Lyon en témoigne entre le partenariat de l'IFCM et les universités et les ministères. Comment vous le voyez, professeur ? Écoutez, on peut tout imaginer, je pense. Sur le papier, tout est envisageable. La question fondamentale, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on ait un état des lieux de ce qui s'enseigne directement dans ces instituts confessants. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans l'université publique, nous sommes évalués régulièrement par l'agence d'évaluation de la recherche, donc on doit rendre des comptes régulièrement sur effectivement ce qu'on enseignait, la formation, combien de diplômés. Et je pense qu'avant d'envisager, je dirais, cette contractualisation qui peut être concevable, peut-être qu'on ait un état des lieux exactement de ce qui s'enseigne dans ces instituts confessants. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous en savez, certains ne fonctionnent plus, ont eu fonctionné il y a quelques années de ça, puis sont arrêtés. Donc je crois que tout en regardant avec intérêt ce qui se passe à Lyon, parce que c'est peut-être un exemple à suivre, commencer par faire un bilan des formations existantes avant de proposer un schéma directeur général. Je crois que, puisque si on respecte la logique de territorialisation, il faut faire attention. Donc regardez ce qui se fait, tout en rappelant effectivement que la manière d'appréhender les réalités de l'islam à l'université ne coïncide pas nécessairement avec une approche fidéiste de la religion. Je crois qu'il faut donc déjà un état des lieux avant d'aller plus loin. J'allais dire, même s'il y a une dynamique qui existe très bien, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, mais faut-il encore peut-être être en capacité de pouvoir expertiser ces formations avant d'imaginer, je dirais, une généralisation, d'autant que nous avons une université, l'appréhension du fait religieux est quelque chose d'ancré dans notre université aujourd'hui, même si s'agissant de l'islam, nous sommes dans un contexte aujourd'hui qui est parfois un peu anxiogène dès lors qu'on évoque ces questions-là. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais prendre les questions des internautes ce soir pour essayer évidemment de frustrer personne, parce que, et Dieu sait que Raleb Benchir, comme président de la Fondation, est très très attentif à ce que dit notre public et d'être à l'écoute de ces interrogations. La première question, elle s'adresse sans doute à vous tous. Si chacun souhaite prendre la parole, évidemment, il est amplement légitime à le faire. Elle concerne le financement du culte musulman. Et notamment comment permettre aux fidèles musulmans de pouvoir financer lui-même ses instances théologiques et ses lieux de formation théologique. Voilà, c'est une question. Ça, c'est la première. Je vais en prendre 2, 3, et puis comme ça, on pourra y répondre a posteriori. La deuxième question,
peut-être à toi, Raleb, c'est qui est légitime à parler au nom de l'islam? Donc cette question revient de manière lancinante, de savoir la légitimité de parler de la question islamique lorsque nous appartenons à l'homo islamicus. L'autre question, et j'en viendrai après une quatrième, nous allons essayer de répondre à ces trois questions. Quel est l'apport de la méthode historico-critique pour le fait religieux islamique contemporain, et notamment à destination des ministres du culte? Voilà. Donc la première question, peut-être mon cher Kamel, en tant qu'acteur praticien sur le financement du culte musulman, parce que cette question revient de manière lancinante. C'est vrai que le financement du culte musulman, tout le monde sait que depuis quelque temps, l'État français a décidé de ne plus autoriser le financement des lieux de culte ou des institutions culturelles musulmanes par les pouvoirs publics d'autres pays. Donc ça, c'est une réalité et elle a été mise en pratique depuis quelque temps. Cependant, il va falloir effectivement que les musulmans se posent la question, qui va financer? On le voit aujourd'hui, je pense que la prise de conscience, elle se fait petit à petit, mais on le sent au travers d'un certain nombre de constructions de mosquées. Puisqu'en grande partie, moi je vois autour de moi ici à Lyon, il y a 2-3 projets, ce sont les musulmans dans leur globalité qui financent petit à petit, ça dure le temps nécessaire pour pouvoir ramasser cet argent, mais il se fait. Il y a effectivement, les musulmans ont pris conscience qu'ils avaient besoin de lieux de culte. Mais ils n'ont pas pris conscience que ces lieux de culte, il fallait les entretenir. Et là aussi, il y a besoin que la communauté musulmane se prenne en charge et que les fidèles de chacune des mosquées, comme cela se fait chez les protestants notamment, où chaque famille protestante cotise en fonction d'un certain nombre de critères. Donc, il y a aujourd'hui, les musulmans ont compris qu'il n'y aurait plus d'argent qui viendrait de l'étranger. Et ils ont, depuis fort longtemps, contribué à la construction d'un certain nombre de mosquées. Reste à savoir maintenant comment dans l'avenir, quand ces mosquées seront construites, comment elles seront financées pour leur fonctionnement, parler effectivement de la formation des imams, du salaire des imams, comment aujourd'hui une mosquée normale pourrait fonctionner sans qu'il y ait un apport financier de l'étranger. Et ça, c'est la question que chaque fidèle musulman doit se poser aujourd'hui. Comment aujourd'hui faire en sorte que l'islam puisse trouver sa place dans le concert des autres religions avec des moyens qui lui sont propres. Et donc, il va falloir que les musulmans mettent la main à la poche. Je pense que de plus en plus, la question s'est posée. Beaucoup de musulmans commencent à y répondre. Et je crois que c'est ça l'élément essentiel, c'est que la communauté musulmane a compris qu'elle ne pouvait s'organiser que par elle-même. Oui, juste pour aller dans le même sens que Kamel Kaptan, je rappellerai qu'il y a un rapport sénatorial, je crois, c'est le rapport Goulet-Reichart, qui démontrait que s'agissant de l'origine du financement, il y avait à peu près au maximum 30% de financement venant de l'étranger. Autrement dit, tout le reste était autofinancé par les musulmans de France eux-mêmes. Donc je crois qu'il faut là aussi déconstruire un mythe. Il y a bien de l'argent. Les musulmans sont prêts à investir et ils investissent au quotidien dans le lieu de culte pour toutes sortes de collectes. Donc l'idée que tout serait dépendant de l'étranger ne tient plus totalement la route. Il y a encore quelques apports ponctuels, mais il y a une prise de conscience de la nécessité d'un autofinancement. J'observe que dans le texte de loi en discussion au Sénat à l'heure actuelle, confortant les principes républicains, cette question a été évoquée, puisque notamment, vous savez que le ministère souhaite inciter ardemment les associations musulmanes à opter pour le cadre des cultuels et non pas des associations de la 1901. Oui. Donc, tout en sachant que ça les priverait éventuellement de demander des subventions publiques, mais que de leur côté, ça leur permettrait de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Et dans ce texte, il est aussi prévu les choses sur l'immeuble de rapport. Permettre aux associations cultuelles de pouvoir disposer d'immeubles, je dirais donc patrimoine immobilier, dont ils pourraient tirer effectivement des ressources qui leur permettraient justement, par exemple, de financer un poste d'imam ou d'autres charges relatives à la communauté. Alors, c'est un enjeu qui ne concerne pas que l'islam d'ailleurs, même si c'était limité. Donc, c'est une question qui est majeure et est au cœur des discussions actuelles, puisqu'on ne peut pas à la fois dire vous ne recevez pas d'argent de l'étranger si on ne donne pas les moyens aux cultes en général de pouvoir par eux-mêmes pouvoir s'autofinancer. Or, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a encore un grand chemin à faire s'agissant d'islam, mais d'ores et déjà, moi, je connais nombre de cas de mosquées qui ont été totalement autofinancées par les fidèles eux-mêmes. Et dans certains cas, quand ils appellent à l'étranger, ils avaient
notamment plafonné le montant des aides parce qu'ils ne voulaient pas justement être tributaires d'un seul, je dirais, financeur. Donc on est au cœur du débat, mais le projet de loi aborde cette question, peut-être sous un angle un peu timide, mais en tout cas, il apporte quelques éléments de réponse en la matière. Merci beaucoup pour ces éléments. Raleb, peut-être une réaction? Oui, la question qui m'a été adressée, c'est sur la légitimité des acteurs qui parlent de l'islam. Mais là-dessus, pour le financement des aspects cultuels, religieux, proprement dit, je me range derrière les réponses, et je les fais miennes, celles de Kamel et celles de Franck. Si je devais dire un mot, mais la question ne nous a pas été posée, pour la Fondation de l'Islam de France, nous avons deux projets, celui d'un festival des cultures d'islam qui doit devenir autosuffisant sur le plan financier, le modèle économique est là, et il y a aussi cette idée de centres culturels qui doivent aussi drainer, je le dis sous l'autorité des économistes qui comprennent mieux que cela, la question économique ou le modèle économique. J'ajoute là-dessus que les musulmans de France auront aussi leur propre islam. Ils doivent y contribuer, les fameux entrepreneurs dits communautaires. Qui dit communautaire ne dit pas communautariste. Et c'est parce qu'ils ont peur de l'accusation d'être communautaristes que parfois ils préfèrent financer le club de football du coin ou le club de rugby du coin et de ne pas financer un centre culturel ou même la Fondation de l'Islam de France qui n'a pas vocation à vivre sur les deniers publics. Elle a vocation à trouver ses propres financements et c'est ainsi que nous devons agir pour parler de cet aspect des finances. Et sur la légitimité? Alors, sur la légitimité, j'ai toujours eu l'occasion de dire que puisque les musulmans de France sont majoritairement sunnites, or il se trouve que dans la tradition sunnite ou dans cette obédience, il y a une formule que je vais vous dire tout de suite, est celle de ceux qui savent lier et délier. Sous-entendu, ceux qui savent lier et délier l'écheveau des questions épineuses. En arabe, on les appelle Ahlul Halli wal Aqd. Ce sont ceux-là qui ont la légitimité de parler au nom des musulmans et j'allais dire de l'islam. Dans notre pays, nous n'avons peut-être pas l'équivalent de ceux qui savent, ceux et celles, ceux qui savent lier et délier l'écheveau des questions épineuses théologico-religieuses, eh bien, il ne reste, me semble-t-il, que l'autorité du savoir. Ceux qui ont la compétence, la connaissance, aussi l'autorité de leur abnégation, de leur investissement, de leur loyauté, de leur légitimité. Et donc, légitimité, nous parlions depuis tout à l'heure, par la base, par les pairs, et puis leur probité, leur sérieux. Je ne parlerai pas de charisme, parce que le temps de l'homme charismatique est révolu. La légitimité est là, et méfions-nous de ceux qui viennent s'ériger comme porte-parole des musulmans. Les choses se font par adhésion à un discours, par adhésion à une attitude, par une façon d'être, beaucoup plus par quelque chose qui est imposé. Et aussi, il y a le témoignage. Quand on voit que Kamal Kaptan a passé sa vie dans ce domaine, qui peut lui dénier cette légitimité? Il est le président fondateur de l'Institut français de civilisation musulmane. Il nous avait rappelé tout à l'heure du temps de Rabah Khelif l'émergence même de la mosquée de Lyon. Voilà la légitimité, et finalement, par le fait de susciter autour de soi et autour de projets une adhésion dans laquelle les musulmans se retrouvent. Merci Raleb. Professeur, une question pour vous, avant de prendre une dernière question, parce que celle-ci, elle est très importante et elle nous a été maintes fois relancée ce soir. Professeur, est-ce que vous trouvez opportune la comparaison ou l'analogie entre la situation de l'Église catholique au début du 19e siècle et la situation de l'islam sunnite aujourd'hui par rapport à l'enjeu de la méthode et de l'approche historico-critique?
je pense que ce soit envers l'Église catholique ou envers d'autres églises chrétiennes, je dirais l'approche historico-critique a fait ses preuves, en tout cas dans le monde académique, à savoir cette idée d'interroger à la fois les textes dans le contexte de leur énonciation, de leur écriture, et après dans le contexte, je dirais, de la constitution des corpus. Or, de ce point de vue-là, l'Église catholique a été très réfractaire. Les protestants étaient beaucoup plus en phase, très vite, les catholiques, parce qu'il y a un principe hiérarchique, comme l'a rappelé Aleb, et aussi parce que on était plus davantage sur la dimension théologique que la dimension scripturaire. Aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir faire des comparaisons en disant nécessité de comprendre la façon dont un corpus a pu se constituer à partir d'apports différents. Je pense notamment à tous les travaux aujourd'hui sur la source Q à propos des évangiles. Alors, sans doute, effectivement, l'islam pourra en tirer un certain nombre de bénéfices, mais j'observe qu'il y a déjà des travaux aujourd'hui. Je pense à Jacqueline Chabi en particulier, qui a fait un grand travail justement de mise en contextualisation de qu'est-ce que c'est que l'islam au temps du prophète par rapport à l'islam coranique. Donc, immanquablement, je dirais, ce sera un apport, même si, de fait, il faudra aussi se rendre compte que pour le croyant ordinaire, ça bousculera un petit peu ce que lui-même croit depuis toujours, mais ça fait partie aussi du défi. Je veux dire, on est là aussi pour bousculer un petit peu les esprits, étant bien entendu qu'il s'agit de parvenir à une meilleure intelligibilité, finalement, de la question de l'avènement et de la construction de ce que l'islam va devenir par la suite. Donc, on peut effectivement faire des parallèles, mais tout en sachant que dans le monde catholique, au départ, on était extrêmement réfractaire, comme sans doute certains musulmans le sont aujourd'hui. Merci en tout cas pour cette réponse. Alors, on a une dernière question sur l'émergence et la place du féminin dans la tradition islamique contemporaine, et notamment à travers les nouvelles figures de l'imama féminin qui me font un peu penser au mouvement juif libéral avec cette brillante intellectuelle érudite Delphine Orviller. Donc on a un peu un phénomène similaire aujourd'hui dans les traditions monothéistes, notamment en Europe, on voit la gestation des figures de l'imama féminin. Et donc nos internautes voulaient avoir votre sentiment sur cette nouvelle expression intellectuelle, critique, qui vient du féminin dans la tradition islamique, dans la société française. Peut-être, professeur, oui, votre regard d'observateur. Je me garderai bien de me prononcer sur la tradition islamique, simplement d'observer que ça prouve bien finalement que l'islam est extrêmement pluriel dans ses modes d'expression. Je veux dire, vous avez eu raison de démontrer, de faire un parallèle avec le mouvement juif libéral. Avant Delphine Orviller, il y a eu Pauline Beb, toute une série de figures féminines qui ont contribué à repenser finalement non seulement la place des femmes dans le judaïsme, mais aussi le judaïsme dans la société moderne. Donc j'observe que ce phénomène est tout de même timide dans le contexte français, alors qu'aux États-Unis, au Canada, c'est quelque chose d'assez courant, en tout cas, qui va se développer. Donc, je pense qu'il faut l'observer avec attention, en constatant que c'est aussi peut-être une manière pour un certain nombre de musulmans de revendiquer, finalement, d'être traités sur un pied d'égalité par rapport aux hommes. Je dirais, toutes n'ont pas vocation peut-être devenir imam, mais en tout cas, elles revendiquent qu'on prenne en compte aussi, je dirais, leur approche. Et moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt dans le sens où ça témoigne là aussi du fait que l'hétérogénéité est la norme dans l'islam aujourd'hui et non pas l'homogénéité. Et donc, ça fait partie effectivement des interrogations, comme la question des mosquées inclusives, de la même manière. Donc, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, finalement, la dynamique, elle va dans ce sens-là, de la pluralité, ces différentes expressions. C'est pourquoi j'ai toujours été réfractaire à l'idée d'une forme de standardisation de la compréhension et de la pratique de l'islam. Il y a un islam qui émerge en France, qui revendique effectivement une parité entre les hommes et les femmes. Observons-le, analysons-le, voyons comment ces personnes mettent en avant à la fois un référentiel religieux totalement assumé sur la dimension mystique, mais aussi une relecture critique des textes. Et votre parallèle avec le judaïsme libéral me paraît tout à fait fondé. D'ailleurs, souvent, il s'inspire de ce qui se passe dans le judaïsme libéral. D'ailleurs, j'observe que dans d'autres traditions religieuses, ce débat-là n'existe que de manière extrêmement minoritaire. Hein. Je veux dire, dans le monde catholique en particulier, c'est encore un sujet qui reste peu ou prou tabou et qui est porté néanmoins par des figures intellectuelles, je dirais, comme Anne Soupa, Christine Pedotti, qui essayent de faire bouger un petit peu les lignes. Et peut-être, qui sait, je ne sais pas, dans l'islam, ça risque peut-être de bouger plus vite que ce qu'on pouvait le penser. Mais là, je ne suis pas prophète. Nul n'est prophète en son pays. Mais en tout cas, je pense qu'il faut l'analyser de manière précise, tout en sachant à la fois l'apport et les limites qu'ont ces phénomènes aujourd'hui, mais on est au tout début d'un processus. Oui, Kamel, ton sentiment, notamment vis-à-vis de
de la construction et de l'œuvre de Kaina Baloul, qui a fondé la mosquée Fatima à Paris, et la gestation, on va dire, de ce courant intellectuel nouveau dans la société française. C'est vrai que nous sommes dans un début d'un processus qui s'annonce, on le voit pour beaucoup d'autres religions, notamment chez les juifs ou chez les catholiques, où il y a une volonté effectivement des femmes de s'affirmer en tant que telles. C'est vrai qu'en islam, c'est quelque chose de nouveau et qui nous interpelle tous à quelque niveau que nous soyons. La femme fait partie de l'univers de l'homme, et elle est aussi musulmane, elle est aussi, comment dirais-je, elle est pratiquante, et elle veut aussi apporter aujourd'hui quelque chose, un plus à ce qui peut être l'islam d'aujourd'hui. Moi, tout le monde regarde, et moi le premier, je regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Il y a une évolution, et je pense que le monde musulman ne pourra pas y échapper. Nous avons toujours dit que d'un point de vue théologique, rien ne s'oppose à l'imamat des femmes, et que ceux qui veulent dire le contraire apportent leurs preuves. La pluralité d'un islam apaisé dans notre pays laisse la liberté aux fidèles d'adhérer, de suivre la manière d'avoir leur culte. Récemment, il y a l'ouvrage de Amina Wadoud, Le Coran et la femme. C'est le pendant français de l'ouvrage de Kaina Baloul sur l'islam et la liberté. D'une manière générale, ça paraphrase l'ouvrage de Mohamed Shafi, l'islam et la liberté. C'est encore une fois, lorsque les choses seront mises en place et apaisées, que l'offre est là. N'oublions pas simplement qu'à travers l'histoire, il y avait des femmes imams pour les femmes, certes, déjà dans l'école juridique, notamment shafi'ite, et depuis des siècles. De nos jours, cette émergence-là, il faudra la suivre à la fois avec attention, avec intérêt, et ne pas avoir des crispations. Cela ne sert à rien. Tout comme nous parlions tout à l'heure, il y avait une question sur l'approche historico-critique des références premières et notamment du Coran, d'un point de vue académique, objectif, scientifique et sérieux. Il ne faut avoir nullement la frilosité de telles approches, bien au contraire. Merci Raleb. Donc on approche de la fin de notre événement ce soir. Je voulais préciser à nos amis internautes qui nous suivent avec continuité, la Société des Amis de l'Afif, dont vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer. Et je pense que dans la société française, eu égard à nos enjeux, nous avons besoin d'une fondation de l'islam de France forte. On voulait remercier ce soir le professeur Franck Frégosi pour sa participation active, et nous avons été très heureux de l'avoir convié à notre Université populaire digitale. Il en est de même pour notre administrateur et acteur historique de l'islam de France des territoires, Kamel Kaptan. Et merci Raleb d'avoir proposé ce thème, parce que ce thème, il est du fait de notre président, et on le remercie. Merci à vous, et puis à très bientôt pour une autre Université populaire digitale. À bientôt. À bientôt.